Le mot dissertation, ça sonne très scolaire, n'est-ce pas? Pourtant, en France, c'est bien plus qu'un simple exercice académique. C'est une véritable institution, un rituel intellectuel ultra codifié. Et surtout, c'est la clé qui ouvre les portes des plus hautes sphères du pouvoir et du savoir. Cette petite phrase, elle dit tout. La dissertation est une démonstration. Ça veut dire qu'il faut complètement oublier l'idée d'exprimer son opinion. Non, le but du jeu n'est pas de dire ce que l'on pense, mais de prouver quelque chose, de manière logique, implacable. C'est un pur exercice de raisonnement. Chaque idée doit s'emboîter parfaitement dans la précédente, un peu comme les maillons d'une chaîne. Alors pour bien comprendre cet exercice si particulier, on va le décortiquer ensemble, étape par étape. On va d'abord voir pourquoi il est si important, puis on va décoder sa structure presque secrète, avant de voir comment on construit un argumentaire qui tient la route. C'est parti! Première question, et pas des moindres, pourquoi est-ce que cet exercice a autant de points en France? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne teste pas seulement des connaissances. En fait, il teste avant tout une manière de penser, une structure d'esprit qui est considérée comme absolument essentielle. Et c'est là que les choses deviennent très sérieuses. La dissertation, c'est la pièce maîtresse des fameux concours, ces examens ultra sélectifs. Et réussir ces concours, c'est la condition indispensable pour pouvoir rentrer dans les institutions qui forment les futurs hauts fonctionnaires, les ingénieurs ou les grands patrons du pays. Quand on regarde l'impact concret de tout ça, c'est assez vertigineux. En fait, maîtriser la dissertation, c'est littéralement maîtriser le code d'accès au cercle du pouvoir, que ce soit pour l'administration ou pour le monde des affaires. D'ailleurs, ce chiffre sur les PDG du CAC 40, il parle de lui-même, non? Bref, c'est un passage absolument obligé. Ok, donc un exercice aussi décisif obéit forcément à des règles très très strictes. Sa caractéristique la plus connue et la plus rigide, c'est sa structure. C'est un code que n'importe quel étudiant se doit de connaître par cœur. Alors c'est quoi cette fameuse formule secrète? Ce plan non négociable que chaque copie doit respecter à la lettre pour simplement avoir une chance d'être bien noté? Eh bien, la voilà. Le fameux plan en 2 parties, avec 2 sous-parties à l'intérieur de chaque partie. Et attention, ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. L'objectif derrière tout ça, forcer un équilibre parfait, une symétrie dans l'argumentation qui garantit que les idées progressent de façon claire et logique. Mais attention, une structure rigide ne veut pas dire une pensée figée. Au contraire, la logique à l'intérieur de ce plan dépend entièrement du sujet. Par exemple, si le sujet est en débat, le plan va souvent prendre la forme d'un thèse-antithèse. S'il s'agit d'une analyse, ce sera plutôt cause-conséquence. En bref, la forme est très contrainte, mais le raisonnement, lui, doit être super agile. Bon, après le plan, l'autre grand pilier de la dissertation, c'est l'introduction. Et là encore, ce n'est pas juste un petit préambule pour dire bonjour. C'est un véritable mécanisme de haute précision. On peut le voir comme une mini-dissertation en soi, qui est là pour guider le lecteur, pas à pas, jusqu'au cœur de l'argument. Et cette mécanique suit toujours 5 étapes, dans cet ordre précis. C'est comme un entonnoir intellectuel. On part d'une idée assez large avec l'accroche, puis on définit les termes, on pose le contexte, on formule la question centrale, la problématique, et enfin, on annonce le plan. On resserre jusqu'à la démonstration. Au centre de ce mécanisme, il y a la fameuse problématique. C'est vraiment le cœur du réacteur. C'est l'étape cruciale où on transforme un thème, souvent un peu vague, en un vrai problème à résoudre, en une question précise. Une bonne problématique, c'est le signe d'une pensée affûtée, et c'est ce qui va donner toute sa tension et son intérêt à la copie. Ok, on a la structure, on a l'introduction, maintenant il faut remplir la machine. C'est le moment de s'attaquer au moteur de la dissertation, l'argumentation. Comment est-ce qu'on passe de « je connais des choses » à « je prouve quelque chose » ? Ce tableau résume parfaitement la différence fondamentale entre une bonne et une mauvaise copie. L'erreur de base, c'est de réciter son cours, de lister des faits sans lien. C'est un peu la différence entre une liste de courses et une recette de cuisine. Le savoir, ce ne sont que les ingrédients. La dissertation, c'est la recette qui explique comment les combiner pour construire une preuve, étape par étape. Et cette approche s'applique aussi quand des documents sont fournis avec le sujet. Le piège absolu, ce serait de les résumer. Non, au contraire, chaque information, chaque chiffre doit être traité comme une pièce à conviction. On l'analyse, on évalue sa pertinence et on l'intègre au bon endroit pour appuyer une étape de la démonstration. Allez, pour finir, voyons quelques touches finales qui rendent cet exercice vraiment unique et qui le distinguent de n'importe quel autre type d'essai dans le monde. Et on commence par l'une des règles les plus surprenantes, surtout dans le domaine juridique, la conclusion est souvent facultative. C'est assez fou, non ? L'idée, c'est que si la démonstration a été bien menée, elle se suffit à elle-même. Une fois que le dernier argument du plan a été exposé, eh bien, le travail est terminé. Donc, pour résumer, voilà les règles d'or qui font toute la différence. Le plan doit être ultra visible avec des titres, les arguments doivent s'appuyer sur des sources précises, il faut un équilibre quasi mathématique entre les parties et des transitions soignées pour que tout s'enchaîne bien.
Au final, chaque point sert un seul et même objectif, la clarté et la rigueur de la démonstration. Et on termine sur une question qui fait pas mal débat. D'un côté, cette méthode très codifiée est conçue pour sélectionner la rigueur analytique, mais de l'autre, de nombreux critiques avancent que sa dépendance à des codes implicites, parfois un peu secrets, sert aussi à reproduire une élite sociale qui en maîtrise déjà les subtilités. Alors, outils de sélection intellectuelle ou barrière sociale, la question, elle, reste bien ouverte,